Bien, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette conférence portant sur le thème suivant. Eh bien, 25 ans après Dayton, qu'en est-il de la situation en Bosnie-Herzégovine? Aujourd'hui, je me présente, Yann Saltov, je suis directeur du bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll, et une fondation allemande. Et je suis ravi de... Eh bien, je tiens également à remercier le Courrier des Balkans pour avoir organisé ce moment tout à fait unique, 25 ans après les accords de Dayton. Et nous travaillons également dans la région des Balkans au sein de la Fondation Heinrich Böll. Marine Graske travaille à partir de Sarajevo. Et pour nous, c'est vraiment un sujet très important, raison pour laquelle nous sommes ravis de tenir cette conférence qui se déroulera au cours de ces 2 prochaines journées. Eh bien, la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est tellement important pour nous? Eh bien, nous, en tant que Fondation allemande, nous travaillons notamment en France et nous sommes ravis de soutenir cette initiative et d'avoir rendu possible cet événement sur un sujet aussi important. Et comme vous le savez, en Allemagne, on a beaucoup fêté, à savoir les 30 ans de réunification et alors toujours avec depuis la chute du mur de Berlin. Donc il y a quelques 31 ans, et c'était également une source de célébration leur passé. C'est également un moment dans l'histoire, un moment où on va mémorialiser euh, et cristalliser tous ces espoirs, hein, et ce moment clé pour l'Europe, hein, et avec la fin du rideau de fer, hein, et le premier moment de, où cet espoir a été remis en question, eh bien, c'était en fait eh bien, lorsque la guerre a démarré dans les Balkans, en Bosnie-Herzégovine, et je dirais que eh bien, après cette période, je dirais, d'expérience personnelle, moi je viens d'une petite ville hein, au sud de l'Allemagne, et dans les années 90, on voyait beaucoup de migrants de Sarajevo, de Bosnie-Herzégovine, et essayer d'échapper à la guerre et à la situation désastreuse qui y régnait. Et dans notre petit village, dans la ville de Reutlingen, où je résidais, eh bien, nous avons pu voir de première main ces évolutions, eh bien, toucher et voir ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine. Cependant, nous étions vraiment, eh bien, nous avons vu cette vague migratoire après ces guerres, et c'est vraiment très, c'est une période rude, âpre, et que nous avons pu vivre. Et puis, cette période a été marquée par le génocide de Srebrenica, ces actes qui ont été commis. Et là, c'est une situation où le projet européen était très lié à l'idée d'amener la démocratie, la paix en Europe. Et eh bien, cette guerre, hein, par ailleurs, a été eh bien, touché sa fin avec les accords de Dayton il y a 25 ans. Donc, c'est une sorte de. En fait, ce conflit n'a pas été résolu, mais il a été gelé, hein, et par la paix grâce aux accords de Dayton. Et les personnes qui vivent aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, qui ont repris la vie, et peut-être que par rapport aux espoirs qui régnaient à l'époque des accords, eh bien, je dirais qu'en termes de participation, de liberté, d'espoir, ces espoirs sont restés inassouvis. Et il me semble que c'était un des objectifs principaux de cette conférence, c'est d'apprendre, de découvrir, d'en savoir plus de la situation, pourquoi la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui devrait être fait pour changer la situation, pour donner l'espoir, une
nouvelle perspective, un nouvel élan aux habitants de la région et non pas un espoir et une perspective au sein de la population, mais également au sein de la jeunesse. Et car les jeunes quittent le pays, donc ils quittent le pays pour trouver de meilleures conditions de vie et de nouvelles possibilités offertes par la démocratie au sein de l'Union européenne. Que pouvons-nous faire pour faire évoluer la situation? En particulier, ça c'est un aspect très important. Qu'est-ce que l'Europe peut faire, hein? Et je pense que l'Europe a une énorme responsabilité avec cette sorte de réunification de la région en particulier. Eh bien, la Bosnie-Herzégovine est entourée de pays membres de l'Union européenne. Et donc, c'est véritablement un des objectifs très clairs, hein, quant à l'accession, à savoir l'accession eh bien, au statut de membre de l'Union européenne. Et donc, la perspective européenne est donc importante s'agissant de la région de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, nous avons à Bruxelles, nous avons entamé ce processus, un des objectifs, eh bien, notamment le travail de bataille de la Fondation Richebol. C'est la dimension géopolitique. Et il a été dit, eh bien, nous souhaitons voir arriver à une Europe plus forte au niveau politique. D'autre part, il semble que ce qui se passe, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, va dans l'autre direction. Et nous pensons que ceci, eh bien, il y a l'influence de la Russie, de la Chine, de la Turquie, qui jouent un rôle très important et avec principalement des effets délétères pour la Bosnie-Herzégovine. Donc, nous avons ici un aspect très important de cette problématique. Nous souhaitons également découvrir, savoir ce que peut faire la France et l'Allemagne, ce que peuvent faire la France et l'Allemagne. Et car eh bien, ce couple franco-allemand est bien requis. Sans cela, eh bien, on ne va pas pouvoir faire avancer grand-chose en Europe. Et bien évidemment, l'Union européenne est une organisation construite et composée de 27 États membres, mais joue un rôle très, très important. Ce couple franco-allemand joue un rôle moteur. Et parfois, entre la France et l'Allemagne, on ne va pas toujours dans la même direction en termes de politique pour les Balkans occidentaux et la Bosnie-Herzégovine. Alors voilà, faites-nous savoir, nous sommes là pour en savoir plus, pour apprendre quant à, eh bien, quelle est la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine. Et ces 2 journées vont nous permettre, j'espère, d'ouvrir une porte. Et également, l'objectif est de savoir ce que peut faire l'Europe, ce que peut faire la France et l'Allemagne. Et donc, je me réjouis de ces 2 journées de conférences. Et je vais maintenant passer la parole à Laurent Guesselin, qui est rédacteur en chef du Courrier des Balkans, qui est vraiment l'organisateur principal, la cheville ouvrière de cette conférence. Laurent, je passe la parole. Ah, juste avant, je souhaitais simplement, j'ai fait la promesse de faire cela avant de vous donner la parole. Je voulais donner également quelques recommandations quant à comment utiliser les différents canaux pour l'interprétation simultanée. Alors, nous avons 3 langues, l'anglais, le français et nous avons le bosniaque. Et pour le bosniaque, il n'y a pas de dénomination. Bosniaque, c'est pas. C'est simplement parce que souvent, nous avons des conférences avec l'Italie, il n'y a pas de drapeau pour l'Italie, donc il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Donc l'Italie également, en italien, on doit utiliser le symbole espagnol. Donc, et dans ce cas-là, si vous souhaitez écouter le bosniaque, eh bien, vous devez utiliser le drapeau espagnol, sinon vous allez devoir utiliser le canal de la langue que vous souhaitez écouter et également pour vous exprimer. Mais ça, c'est très important. Très important, vous devez couper l'audio original. Et si vous souhaitez basculer d'une langue à l'autre, eh bien, vous pouvez basculer entre les différents canaux d'écoute. Et ceci pour éviter tout problème. Et bien évidemment,
une fois que vous vous êtes exprimé, et si vous écoutez, simplement désactivez votre micro, votre audio, de manière à éviter toute interférence, perturbation et autres. Après ce commentaire technique, eh bien, je vais vraiment maintenant, l'heure est de donner la parole, de vous donner la parole. Laurent. Merci Jens, merci, bonjour à tous, merci à tous d'être si nombreux pour ces 2 prochains jours et pour les 2 tables rondes que nous allons écouter ensemble aujourd'hui. Alors 25 ans sont passés depuis la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine et 25 ans c'est très long, hein, c'est une génération. Alors plutôt que de revenir sur le conflit et sur ses conséquences immédiates, il nous a semblé primordial aujourd'hui de donner la parole à ceux qui se battent pour faire bouger la société bosnienne. Il nous a semblé nécessaire de comprendre leurs difficultés, leurs indignations, leurs espoirs, malgré le népotisme, malgré la corruption, malgré l'exode. Il y a toujours des gens qui luttent en Bosnie et c'est à eux que nous voulons dédier aujourd'hui ces rencontres. Alors, cette manifestation aurait dû bien sûr se tenir en présentiel à Paris, mais en raison des conditions sanitaires que vous connaissez, elle se tient finalement sur Internet. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'avoir des auditeurs venus de toute l'Europe et des Balkans. Ces rencontres n'auraient pas été possibles sans le travail acharné des équipes du Courrier des Balkans, particulièrement sans celui d'Aline Cateux et de Loïc Trégourès qui ont assuré la coordination scientifique du colloque et bien d'autres choses encore. Nous voulons évidemment chaudement remercier la Fondation Heinrich Böll qui a rendu possible l'organisation de ces journées. Et je voudrais souligner ici combien il est agréable et facile de travailler avec la Fondation. Je voudrais également souligner le soutien précieux du groupe d'amitié parlementaire avec la Bosnie-Herzégovine à l'Assemblée nationale et celui du European Fund for the Balkans de Belgrade. Je tiens enfin à remercier chaleureusement tous les panélistes qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, tous les modérateurs des tables rondes et bien sûr tous les interprètes qui vous permettent de suivre le colloque en français, en anglais et en bosnien. Alors pour information, nous publions sur le Courrier des Balkans jusqu'au 14 décembre une grande série d'articles sur la Bosnie en accès libre sur le site grâce au soutien de la Fondation Böll et ils sont traduits de plus en 3 langues. Je vous invite cependant évidemment à vous abonner au Courrier des Balkans, à nous lire, à relayer nos publications. C'est uniquement grâce aux abonnements que nous pourrons continuer notre travail d'information sur l'Europe du Sud-Est. Voilà, merci à tous. On va enchaîner pour ne pas prendre trop de temps. Je laisse à présent la parole à Marion Krasque, la modératrice de notre premier panel intitulé « À quel défi la Bosnie-Herzégovine doit-elle faire face ?» Merci à tous, bonne conférence. Oui, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Jens, de notre collègue. Donc, alors, je tiens à remercier également Jens pour le rôle qu'il joue dans le cadre de cet événement. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes travaillant en Bosnie-Herzégovine, dans la région des Balkans, et je tiens également à rappeler que l'histoire des Balkans est toujours une histoire profondément européenne. Je tiens à vous remercier de votre mobilisation pour cette région. Je tiens à adresser mes remerciements à l'équipe du Courrier des Balkans. Avant de démarrer, eh bien, je tiens à vous demander d'utiliser la fonction chat pour vos observations et vos questions, si possible en anglais. Sinon, ces questions, commentaires que vous écrirez seront traduites à différentes langues. Je tiens à présenter, eh bien, je tiens à souligner un certain nombre d'éléments fondamentaux pour permettre de comprendre comment, eh bien, de 92 à 95, cette guerre est arrivée. Nous sommes ici au 25e anniversaire des accords de paix de Dayton et nous avons des sentiments, je dirais, mitigés d'ensemble. Par conséquent, je tiens à revenir à 1991, quand le président et 2 États fédéraux, ex-États fédéraux, se sont rencontrés
et Slobodan Milošević pour la Serbie. Notamment, ces deux présidents, pendant cette réunion, ont convenu de travailler à la partition de la Bosnie-Herzégovine, avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Les deux des deux côtés, les crimes commis ont été innombrables, en particulier dans la République Srpska, une des deux entités qui ont été fondées en 1995 avec le génocide de Srebrenica en juillet 1995, où plus de 8000 garçons et hommes, musulmans principalement, ont été assassinés. Eh bien, ça c'était un anniversaire extrêmement important, 25 ans après le génocide de Srebrenica. Et revenons sur les crimes commis également en Bosnie-Herzégovine. Eh bien, il s'agit là d'entreprises criminelles selon le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, basé à La Haye, avec des peines requises en totalisant 111 ans. Et nous en sommes ici 25 ans plus tard, suivant les accords de paix de Dayton. Les mémoires et cette histoire est tout à fait actuelle et je dirais encore piquante. Et je dirais que le traumatisme des victimes, de ceux qui n'appartenaient pas notamment au groupe des Bosniaques et des Croates, est toujours très vivante. Ce traumatisme est toujours là et l'impact social et sanitaire de la guerre est toujours présent. Et au lieu d'un chemin allant vers la réconciliation, on sait que les auteurs de ces crimes sont toujours glorifiés et que les parties prenantes politiques des deux côtés travaillent eh bien, un petit peu sur les mêmes programmes que dans les années 90. C'est alarmant. Nous avons vu récemment que les représentants Renov Laklogik eh bien, glorifié, donc encore parlementaire, glorifié les auteurs de ces crimes. Et il est décédé suite ayant été atteint du coronavirus. Et donc ici, pendant, eh bien, c'était ici le drapeau de R6 Bosna qui était présenté notamment à Paris eh bien, à l'époque. Et je dirais que les partis nationalistes travaillent en porte-à-faux et contre la Bosnie en termes d'État, contre les citoyens, contre le processus de dénationalisation, de réconciliation dans les différentes institutions. Ces institutions sont sapées par ces divisions et à cela s'ajoute la corruption à tous les niveaux de l'État. Et tout cela a un impact tout à fait considérable sur la narrative publique et sur l'ensemble de la société. Et dans ce contexte, eh bien, c'est ce contexte que nous les évoquerons avec nos invités, partageant leurs différentes perspectives. J'aimerais présenter nos invités. Alors, tout d'abord, Aline Cateux. Bonjour, Aline, et ravi de vous retrouver. Nous venons également elle nous vient du Courrier des Balkans et elle travaille à l'Université de Louvain. J'espère que va bien, oui, Louvain-la-Neuve. Ravi de vous accueillir, Aline. Notre deuxième invité aujourd'hui, eh bien, c'est Daniela Lai, un professeur à l'Université de Londres, Royal Holloway, sociologue et spécialisée dans les relations internationales. Elle a écrit un ouvrage très intéressant sur la justice sociale et économique en Bosnie-Herzégovine. Un sujet fort intéressant. Et ravi de vous retrouver ici parmi nous, Daniela. Troisième invité, eh bien, il s'agira d'Ania Justic, fondatrice de l'association Enfants oubliés de la guerre, basée à Sarajevo. Ania, ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et last but not least, Alida Racic de l'organisation et groupe d'infection Populari et qui nous vient de Sarrevin. Eh bien, ravi de vous accueillir aussi, Alida. Je suis ravi de vous compter parmi nous ici dans ce premier panel. Et nous avons un panel entièrement féminin. Donc, c'est un des grands piliers de la Fondation et des activités de la Fondation Hirschberg. Je tiens à commencer par donner la parole à Aline. Aline va traiter de sujets suivants, à savoir la justice transitionnelle. Merci beaucoup.
Vous m'entendez là? Pardon, excusez-moi, vous m'entendez là? Ok. Alors, je m'excuse, excusez-moi pour cette fausse manipulation, il fallait qu'il y en ait une. Alors, je redis ce que j'ai dit vite fait. En fait, je voulais remercier Marion pour l'introduction. Du coup, voilà, moi, je suis anthropologue. Je suis doctorante à l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc, ce qui m'intéresse, et c'est le point de vue que je vais adopter, en fait, dans cette communication aujourd'hui, c'est me mettre à la hauteur des gens. Sont les gens, la façon dont ils vivent, la façon dont ils font les choses, la façon dont ils en parlent aussi. Donc, pour aborder la question de la corruption en Bosnie-Herzégovine et de l'impunité, puisque c'est ça, en fait, l'objet de cette communication, c'est vraiment relayer, en fait, et se mettre à la hauteur des femmes et hommes que j'ai rencontrés là-bas ces 20 dernières années, et plus particulièrement sur mon terrain de recherche à Mostar. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est donc ce que fait la corruption aux citoyens bosniens, ce qu'elle crée, ce qu'elle provoque et ce qu'elle empêche, et la façon dont elle empoisonne pratiquement tous les aspects du quotidien des gens. Et puis, de montrer aussi à quel point cette question de la corruption qui marche vraiment main dans la main avec la question de l'impunité touche tous les domaines dont mes collègues en fait vont parler ensuite dans ce panel. La question de la justice sociale et économique, la question de l'émigration, pourquoi les gens partent, la question de la santé. Donc, pour commencer, en fait, un petit rappel, peut-être situer d'abord le pays à l'échelle mondiale sur la question de la corruption. Selon Transparency International, la Bosnie-Herzégovine est le 101e pays sur 180 dans le classement de la perception en fait, de la corruption dans son service public. Et le pays ne cesse de dégringoler dans ce classement, indiquant évidemment une dégradation de la situation. Selon cette même enquête de Transparency International, 20% de la population a déjà dû payer pour bénéficier d'un service qui, normalement, devrait être fourni gratuitement par son service public. Tous les recoins du service public sont touchés, l'éducation, donc ça veut dire peut-être devoir payer pour obtenir un diplôme ou avoir accès à quelque chose. C'est la même chose dans la santé, pour avoir accès à un médecin, avoir un rendez-vous, avoir des médicaments. Dans l'administration, pour obtenir un certificat de naissance, pour un emploi, etc., etc. Et le problème crucial aussi, c'est que la corruption n'épargne malheureusement pas non plus la justice, le système de justice en Bosnie-Herzégovine, au sein duquel il n'y a pratiquement aucune indépendance, puisque les responsables du système de justice en Bosnie-Herzégovine sont nommés par les partis politiques, et ce sont des postes, comme on le voit en ce moment avec tout ce qui peut se passer autour de la très problématique procureur général de Bosnie-Herzégovine, Gordana Tadic. Ces postes font l'objet de très nombreuses tractations. Donc le résultat en fait de ça, c'est que non seulement on a une corruption galopante, mais qu'en plus, les affaires de corruption ne sont que très peu jugées, y compris des dossiers majeurs très documentés, souvent mis à jour par des organisations, comme par exemple le Centre pour le journalisme d'investigation de Sarajevo, qui, sans relâche, enquête notamment sur les biens des politiciens, les malversations, et publie des dossiers conséquents, des preuves, travaille avec une méthodologie solide. Donc ce sont des informations qui sont accessibles à toutes et à tous. Or, très peu de ces cas sont suivis d'une enquête. Certaines affaires sont aussi mises à jour par des activistes. C'est par exemple le cas d'une affaire assez emblématique de ce que la corruption fait à ce pays.
C'est le cas, par exemple, de la décharge de Uborak à Mostar, qui a éclaté l'année dernière. Ce sont les activistes du collectif qui s'appelle Naše Društvo, Notre Société, qui ont mis la main, en fait, sur des résultats d'analyse de canalisation à Mostar qui révélaient des taux sidérants de PCB et de pyralène et d'empoisonnement, qui montraient, en fait, l'empoisonnement des canalisations, notamment des canalisations d'eau sur toute la région de Mostar. Le collectif a de plus prouvé que la municipalité était en possession de ces analyses depuis des années, mais n'avait jamais rien fait pour protéger la santé des Mostariens. Alors on peut par exemple se poser la question de pourquoi parce que, en fait, pour illustrer cette question de la corruption, entre l'exploitation de la décharge qui est gérée par une entreprise publique-privée qui ramène de l'argent à toute l'élite politique mostarienne, les petits arrangements des uns et des autres qui permettent, par exemple, à l'hôpital universitaire de la ville de jeter ses déchets médicaux sans aucune mesure de protection, alors que c'est interdit. Personne n'a intérêt à ce que l'ordre revienne à la décharge, puisque cela signifierait que les revenus qui sont tirés de cette décharge disparaîtraient. On a même mis la main, en fait, les activistes ont même mis la main sur des enregistrements qui avaient fuité du conseil municipal, révélant que certains membres du conseil municipal de Mostar avaient conseillé à leurs proches depuis très longtemps d'arrêter de boire de l'eau du robinet à Mostar, car elle était empoisonnée, dans un contexte où le nombre de cancers a explosé de 150% ces dernières années dans la région de Mostar et plus particulièrement autour de la décharge. Ce collectif d'activistes a déposé plainte avec des pièces, un dossier extrêmement solide. Plus d'un an après, la plainte qui a été déposée contre 6 personnes n'est toujours pas instruite et n'est pas suivie, en fait, d'une enquête. C'est également, par exemple, pour le cas d'une autre malversation à Mostar, le cas pour la première affaire, en fait, dans laquelle ce collectif avait porté plainte contre Ljubo Bešlić, le maire de Mostar, le maire qui n'a plus de mandat depuis 2008, pour détournement de fonds du budget de la ville, donc preuve à l'appui, puisque pour prouver ces détournements de fonds, ils avaient utilisé la comptabilité de la municipalité de Mostar à laquelle ils avaient eu accès, et ils ont prouvé un détournement de fonds du budget de la ville de plus d'1 million de marks. Donc environ 500 000 euros. Pareil, cette plainte n'est pas instruite, n'est pas suivie d'enquête, la plainte est au point mort. Et ça, cette impunité, c'est quelque chose que l'on retrouve extrêmement souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Moi, les gens avec qui j'ai discuté dans le cadre de ma recherche, par exemple, disent souvent, on a l'impression que rien ne les arrêtera jamais. Ils font ce qu'ils veulent et tant qu'il y aura quelque chose à prendre, ils le feront. Et comme ils ne sont pas jugés, pourquoi s'arrêteraient-ils ? Donc voilà, ce qui s'exprime ici, outre le fait que la corruption est connue de tous, c'est la question de l'impunité qui est totale. Et les effets de cette impunité sont extrêmement violents sur les gens, puisque outre le pillage en règle du pays, de ses ressources, les gens n'ont de soutien de personne. Jens parlait en introduction du rôle de l'Union européenne. L'Union européenne ne réagit pas aux affaires de corruption puisqu'elle a choisi de faire de ses élites politiques ses interlocuteurs privilégiés. Donc l'impunité dans laquelle opèrent ces élites démobilise toute velléité à vouloir faire avancer les choses. Puisque, en effet, pourquoi se battre et comment se battre puisqu'on n'aura jamais gain de cause et puisque ceux que l'on combat font ce qu'ils veulent depuis 25 ans. Ainsi, je pense que Daniela peut-être en parlera après, comment et pourquoi continuer à se battre contre les privatisations illégales, les faillites sauvages qui mettent à mal et qui mettent à la porte l'ensemble des salariés.
ou bien comment faire valoir ses droits, par exemple, lorsque l'on a été expulsé de son entreprise, par exemple pendant la guerre. Il y a l'exemple de l'entreprise Alumini à Mostar, qui a mis à la porte en 92 et 93 tous ses employés qui n'étaient pas croates. Ces gens se battent depuis 25 ans pour récupérer leurs droits, pour récupérer leur salaire, pour récupérer ne serait-ce que leurs droits à la retraite. La plainte n'a jamais avancé au tribunal. L'entreprise va fermer, les gens n'auront aucun gain de cause. Tout le monde connaît ces faits qui sont documentés solidement, mais encore une fois, personne ne réagit, puisque dans le cas d'Alumini, par exemple, la communauté internationale et l'Union européenne ont continué d'encourager les investissements étrangers dans ce groupe industriel sans poser, par exemple, la condition de la réintégration de ces travailleurs. Pour finir, je voudrais donc dire que la corruption, l'impunité et l'injustice sont aussi très souvent citées comme faisant partie des raisons qui poussent à émigrer. Je pense que Alida, notamment, peut-être reviendra là-dessus. Car en effet, si beaucoup partent pour des questions économiques, beaucoup partent aussi pour des raisons humaines, et l'impossibilité en fait de vivre, de continuer à vivre dans cet environnement bosnien qui est extrêmement anxiogène, où l'on est à la merci de tout et où il semble ne plus y avoir aucun filet de protection pour ses citoyens. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la corruption aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Aline. C'est un sujet très important et c'est vrai que c'est caractéristique du système politique et de la société en Bosnie-Herzégovine. Nous avons aussi des difficultés liées à la pandémie de coronavirus qui a vu des affaires de corruption où on achetait pour 10 millions d'euros en Chine d'appareils respiratoires qui ne fonctionnaient pas du tout, donc de masques. Donc c'était aussi ces respirateurs donc, qui mettaient en jeu la santé de la population, et la question de l'impunité est effectivement un sujet très important à discuter aujourd'hui dans le cadre de cette discussion. Merci beaucoup, Aline. Et c'est vrai, quand on parle d'impunité, on peut aussi parler du fait que même des gens, des perpétrateurs accusés lors de la guerre qui ont été accusés, ils étaient en prison, ben, on les retrouve dans le monde de la politique aujourd'hui. C'est difficile, c'est cruel même à l'égard des victimes, mais ça nous amène à écouter Alan Choussis qui va maintenant nous parler. À vous la parole. Bonjour. Que dois-je faire pour la traduction? Parlez en anglais si vous voulez parler en anglais. Je peux parler aussi en bosnien si vous voulez. Très bien, bonjour. Je m'appelle Anna Jusic et oui, en effet, je suis la fondatrice et présidente de l'association Les Enfants oubliés de la guerre. Lorsque nous parlons en général de la situation en Bosnie-Herzégovine depuis ces 25 ans, depuis la signature des accords de Dayton, beaucoup de choses qui sont bonnes ont été faites, mais malheureusement, le système en Bosnie-Herzégovine a créé beaucoup d'omissions. Et l'une de ces omissions pour lesquelles je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est l'omission de la part de l'État de Bosnie-Herzégovine de réagir malgré le fait que 25 000 personnes, femmes en Bosnie-Herzégovine y vivent après avoir vécu des viols. Les autorités ont oublié que suite à ces viols, il y a eu un grand nombre d'enfants qui sont nés. Et puis, ce qu'on a oublié en tant que société et qu'État, c'est
que les membres des missions de paix qui étaient en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre ont commis eux aussi des crimes et des actes criminels envers les femmes et que là aussi, c'est un sujet dont il convient de parler plus sur le plan international que nous, en Bosnie-Herzégovine. Nous avons des enfants dont les pères étaient des membres des organisations de paix qui opéraient en Bosnie-Herzégovine. Et puis, nous avons des enfants dont les pères étaient... Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Oui, oui, je peux expliquer plus à ce sujet. Au fond, le problème principal en Bosnie-Herzégovine ici est que nous avons toute une génération d'enfants comme moi. Moi, je suis une enfant qui est née suite au viol que ma mère a subi lorsqu'elle avait 22 ans seulement, du jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ceci vaut pour moi et pour bien d'autres personnes. Les droits de l'enfant et les droits de l'homme en général ont été niés en Bosnie-Herzégovine. Nous, en tant qu'enfants nés suite au viol pendant la guerre, nous ne sommes pas reconnus dans la société ni dans la législation. Afin de mieux comprendre cela, il faudrait peut-être que je souligne le système traditionnel et patriarcal dans lequel nous vivons. Malheureusement, en Bosnie-Herzégovine, les droits des femmes sont très peu importantes. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Et après la guerre, nous avons eu une situation que tous les enfants dont les pères sont morts ou qui sont devenus des invalides de guerre après la guerre, et bien, tous ces enfants sont protégés par des droits extraordinaires où l'on pense à leurs besoins, les besoins d'eux en tant qu'êtres humains. Malheureusement, pourtant, en raison de la façon dont on voit les femmes, dont on les blâme quelque part pour leur propre viol, leurs droits ont été négligés et les droits de leurs enfants ont été complètement refoulés. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer lors d'une conférence aussi importante, car je dois dire que dans la réalité en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, toute une génération de personnes a été effacée simplement parce que ce sont des enfants nés suite au viol massif qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. Et il faut savoir que 5 ans de prison, c'est la peine la plus sévère qui a été prononcée en Bosnie-Herzégovine pour le crime de viol pendant la guerre. Et je pense que ceci en dit long sur la situation. On peut peut-être aussi ajouter à cela que d'après les chiffres officiels pendant la guerre, plus de 20 000 femmes en Bosnie, les Bosniaques en particulier, ont été victimes de viols. Ce sont des chiffres officiels, mais les experts sont convaincus que les chiffres sont encore plus élevés. Et il y avait donc cette terreur qui est née sur les civils pendant la guerre. Un des fondeurs d'une fondation va traiter aussi les problèmes de la guerre. Vous pourriez nous parler de vos expériences pendant le travail avec les organisations diverses qui sont impliquées dans ce sens? Oui. Je dois simplement vous corriger brièvement d'après les données selon lesquelles d'après les données, entre 20 000 et 50 000 femmes ont été violées. Ceci, je peux le confirmer, mais je dois dire qu'il n'y avait pas que les femmes bosniaques qui ont été violées. Nous travaillons aussi avec des femmes croates et serbes qui, elles aussi, ont été violées. Et nous
nos recherches, travaillons aussi avec des enfants, quelle que soit leur appartenance ethnique. Mais ici, il s'agit du problème selon lequel les femmes qui ont subi des viols pendant la guerre ont été séparées selon les critères ethniques. Et c'est cela le problème, car les femmes qui ont été violées et vivent dans la République srpska sont beaucoup moins protégées par rapport aux femmes violées qui vivent en Bosnie-Herzégovine. D'après la législation bosnienne, malheureusement, le problème de viol a toujours été considéré comme un problème ethnique et non pas en tant que traumatisme pour ensuite venir en aide et donner le soutien aux femmes violées et à l'ensemble de la société. Nous sommes au XXIe siècle et nous ne pouvons pas penser que le viol est le problème seulement de la femme qui l'a subi. Non, c'est le problème de la communauté même et il faudrait le résoudre par le biais d'une approche éthique. Quant au jugement prononcé au tribunal de La Haye, leur conséquence a été que un bon nombre de femmes de Bosnie-Herzégovine ont pu témoigner au sujet des viols systématiques et en masse. Mais quelles que soient les recommandations, déclarations qui sont issues des jugements rendus par le tribunal de la guerre, ce sont de bonnes déclarations, mais le problème, c'est que la Bosnie-Herzégovine signe absolument tout, mais ne met rien en œuvre. Le système de réparation aurait dû être appliqué depuis longtemps, mais malheureusement, rien n'a été fait, malgré le fait que nous avons un tel tribunal international aussi puissant, malgré le fait que nous avons des jugements et la communauté internationale qui nous soutient, notre société patriarcale ne fait rien pour améliorer les droits des femmes et surtout pas des enfants issus des viols pendant la guerre. Et donc, toutes nos actions visent la conscience de l'opinion publique. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un système qui affirme que la femme est coupable de son propre vol. Je peux vous dire publiquement que ma mère n'a certainement pas voulu être violée et la société doit le comprendre. Et pour que la société puisse effacer tous ces préjugés et cesser avec la discrimination, nous devons l'informer car au fond de chaque discrimination, vous avez l'ignorance. Donc, nous luttons contre la stigmatisation, la discrimination, les mythes qui ont été créés au sujet des femmes qui ont survécu au viol. Et puis, nous essayons d'égaliser les droits de toutes les femmes victimes, quelle que soit leur appartenance ethnique. L'approche vis-à-vis d'elles doit être égale et doivent avoir les mêmes droits. Et puis, nous sommes près d'un tournant historique en ce moment, s'agissant de la violence contre les femmes, violence basée sur le genre. Nous sommes sur le point de formuler la première loi concernant les droits des enfants issus des viols. Et si cette loi est adoptée, la Bosnie-Herzégovine sera le premier pays au monde qui aura reconnu sur le plan législatif les droits des enfants issus des viols. Donc, merci beaucoup. Un sujet très important. Nous avons déjà des commentaires qui apparaissent dans la chat room sur votre présentation. On y reviendra plus tard. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à notre invité suivant, une présentation qui sera faite par Daniela Lai. Elle nous parlera également de corruption et en particulier du processus de privatisation après la guerre et l'impact social qui a été ignoré dans le monde politique et dans
en général. Merci. À vous la parole, Daniela. Merci beaucoup. Merci de ces mots de présentation et aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler sur cette question de justice socio-économique en Bosnie, et mes réflexions sont basées sur des travaux de recherche que j'ai fait depuis des années sur la Bosnie, la plupart publiés dans le cadre d'un ouvrage que l'on citait au début de la conférence, basé sur un certain nombre d'interviews, certaines avec des officiels internationaux, mais aussi avec des citoyens de deux villes en Bosnie, Treblinka et Janesla, que j'ai utilisé comme des études de cas, de micro-études de cas, et j'ai pu aussi interviewer des activistes dans le pays. On a déjà entendu parler de plusieurs experts bosniaques et activistes et aussi des universitaires, et on n'entendra parler encore demain, qui pourront dépeindre un tableau plus précis de la situation aujourd'hui. Donc, je m'attacherai surtout à parler de la justice socio-économique et de l'intervention internationale en Bosnie-Herzégovine par rapport aux questions économiques et certains des moyens par lesquels cela affecte encore à ce jour la Bosnie. Pour commencer, qu'est-ce que j'entends par la justice socio-économique? J'entends par là une sorte de justice qui est censée remédier à la violence socio-économique, le type de violence qui est enraciné dans l'économie politique du conflit lui-même. Si un grand nombre de praticiens et d'universitaires parlent de la Bosnie avec de très bonnes raisons sur d'autres formes de violence qui liées au génocide, aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., la violence socio-économique était aussi largement répandue. Et sans doute a-t-elle moins fait l'objet d'études que les autres formes de violence. Ce type de violence, par exemple, impliquait le renvoi des ouvriers de leur lieu de travail pendant la guerre, la mise à pied de ces ouvriers, la destruction d'usines ou la conversion la transformation de ces usines en usines de guerre ou même en camps de détention pour les prisonniers de guerre. Donc, privation, confiscation et autres, et aussi suppression des droits élémentaires de communication, de circulation, etc. Donc, évidemment, il y avait des liens avec les crimes de guerre, le génocide, etc., mais cela aussi donnait lieu à des revendications socio-économiques pour la redistribution, pour des réparations et une meilleure participation économique, chose qui restait ignorée. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est parler du rôle de l'intervention internationale en Bosnie et comment ceci a réduit les possibilités de parvenir précisément à cette justice socio-économique à la fin de la guerre. J'entends par intervention internationale les réformes politiques mises en place par des États étrangers ou organisations internationales, même s'ils n'agissent pas toujours avec les mêmes objectifs et les mêmes stratégies, ils ont des buts qu'ils partagent. Par exemple, l'instauration de la paix, la transition vers une économie de marché, etc. Donc, ces interventions étaient très complexes, revêtaient différents aspects, fonctions, et dans mon travail, je me suis attaché plus particulièrement à deux aspects. L'un, c'est l'aspect des efforts de justice traditionnelle qui, dans le cas précis, voulait dire la mise en place de poursuites criminelles contre les crimes de guerre, génocides, etc. Et aussi dans les cours internationales. Mais les limitations de cette approche, c'est qu'elle ne pouvait pas vraiment traiter l'aspect de violence socio-économique dont je parlais, parce que justement, ça allait au-delà du domaine du périmètre des crimes légalement, juridiquement définis. L'autre aspect de l'intervention internationale,
je parlais des réformes économiques qui avaient pour but de soutenir la transition bosniaque vers un système capitaliste et l'intégration dans l'économie mondiale, globale. Ces réformes économiques, souvent, sont étudiées de manière séparée de la justice sociale, mais il est important d'envisager les implications sociales aussi de ces interventions internationales et de considérer comment ces interventions dans le domaine de la justice et de la sphère économique avaient un impact sur la société bosniaque et peut-être l'empêcher de traiter le tribut payé par la guerre, après cette guerre. Donc. Du point de vue des personnes que j'ai interviewées dans ces deux villes, en termes de lien entre l'économie politique et puis la justice sociale et économique, c'était très clair parce que ça parlait de leur expérience. Alors que pour les organisations internationales, les gens à qui j'ai pu parler, c'était beaucoup moins clair parce qu'en fait, toutes ces organisations internationales travaillent par silo et puis les gens travaillent au sein de ces organismes dans un silo, dans un domaine très particulier, etc. Donc, les institutions internationales financières et économiques étaient particulièrement impliquées dans des efforts de réforme vers une économie de marché. L'Union européenne aussi a joué un rôle croissant dans cela. Et en dépit de changements sur la durée, leur approche à la privatisation, à ces réformes, à la discipline fiscale, par exemple, était limiter les possibilités d'avoir des politiques de redistribution qui auraient pu remédier justement à ces inégalités socio-économiques qui étaient l'héritage de la guerre. Par exemple, ils n'ont pas pu répondre aux revendications de ceux qui ont été renvoyés injustement de leurs emplois, privés de prestations sociales, de retraite, non payés par leurs patrons à l'occasion des privatisations aussi. Et ça laissait un rôle important à l'État pour formuler une politique industrielle, économique, etc., et restaurer aussi une forme de responsabilité, de participation à la prise de décision économique pour les citoyens. Donc, c'était, même si ces processus s'étaient mis en branle il y a déjà un certain temps, après le conflit, j'aimerais, avant de conclure, parler de trois manières dont sont ressentis les effets aujourd'hui et comment les gouvernements doivent faire face à ces problèmes 25 ans après Dayton. C'est que cette manière de gérer la transition économique a facilité un manque de transparence et de responsabilité aussi pour les acteurs du secteur privé, y compris des acteurs internationaux qui interviennent en Bosnie. Ça a rendu plus difficile de traiter des questions essentielles, par exemple sur les questions de l'environnement, la protection de l'environnement, la pollution, la qualité de l'air, ou les responsabilités, où sont-elles, où résident-elles, qui en sont porteurs. Les questions de biens communs comme l'eau, par exemple, des questions cruciales se posaient là. Deuxième point, c'est les conséquences à long terme de cette absence de remède à ces défauts de la période précédente, défauts, crimes et injustices. On en parlera plus tard dans ce colloque. Et ça a généré un flux migratoire de Bosniaques qui ont quitté le pays. Et il y a aussi la manière dont les organisations internationales se sont impliquées dans ces relations de codépendance avec l'élite gouvernante en Bosnie. Donc, même s'il y a des conditionnalités pour les fonds qui sont alloués à l'État pour... et je dirais qu'il y a des critiques d'ailleurs là-dessus, j'en ai présenté. Ces institutions ont investi pour la stabilité de la Bosnie.
Donc, les autorités ont pu en bénéficier, mais du coup, avec cette stabilité, les institutions internationales hésitent à se retirer, à leur retirer leur contribution au vu de cette stabilité. Mais en face de ça, on voit bien que les élites résistent au changement au fil des années. Donc, je pense que j'en viendrai à la conclusion de ma présentation en disant que ce que j'essayais de faire avec cette recherche, c'était de mettre en avant ces domaines qui ont peu été explorés, mais cruciaux néanmoins, de la violence et socio-économique et les revendications de justice auxquelles il faut répondre pour pouvoir aider les citoyens à parvenir à cette justice socio-économique aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre attention et je m'en tiendrai à cela. Merci beaucoup, Daniela. Effectivement, un sujet très important. On a parlé de manière bilatérale sur la question de la privatisation de Mittal à Venezuela. Il pollue toute la ville et ses habitants avec des conséquences alarmantes pour la santé des habitants. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, avec un de nos partenaires, nous avons développé Equasia, une app très intéressante qui permet de contrôler le niveau de pollution dans toute la ville et de toutes les villes. Et l'indice de pollution, donc, et on voit que Venezuela est l'une des villes les plus polluées en Bosnie. Et ça, c'est le fait du processus de privatisation et du fait que Akometal ne fait usage d'aucun filtre dans ses installations. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces sujets qui ont été marginalisés dans la recherche en général et dans le discours public. Et aussi, au nom de la communauté internationale, l'Union européenne, on voit qu'après 2 années de travail avec les délégations de l'Union européenne, ils ont commencé à se réveiller et à réagir à ces problèmes de qualité de l'air dans les villes bosniaques. Donc, nous avons parlé d'un grand nombre de problèmes, de défis dans la société bosniaque, donc 25 ans après la guerre. Et maintenant, nous aimerions inviter Alicia à nous faire sa présentation à Alida Vracis, qui est une experte des questions de migration, et elle nous parlera de cet aspect. Merci à vous. Oui, vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, Lita. Merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Nous avons 164 participants en ligne après des mois et des mois de Zooming. Eh bien, c'est félicitations. Hein. Beau travail. Juste avant de répondre autour des questions de migration, notamment, eh bien, je suis très fier d'être là et de voir eh bien, ce que les jeunes femmes disent, notamment Mekana, et puis ces histoires me touchent indubitablement. Et pendant, s'agissant de tout ce qu'elle a pu vivre pendant la guerre et au lendemain de la grève, de la guerre et pendant la période qui a suivi, ces questions sont toujours tout à fait prégnantes. Et je dois dire qu'en même temps, je suis ravi d'entendre Aina, cette jeune femme, également la jeune femme qui participera après, Irma Geneta, qui me suivra dans mon intervention. Et je dirais que nous avons des jeunes femmes intelligentes, ambitieuses, connectées, et c'est comme ça que nous imaginons le gouvernement de ce pays. La Bosnie-Herzégovine, malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment et nous en avons entendu déjà des échos ici dans le cadre des interventions précédentes, des questions comme la pollution, des questions qui touchaient la société avant même la guerre, eh bien, sont toujours présentes.
S'agissant de la migration, il n'y a pas de secret, hein. Tout le monde sait que la Bosnie, autant que d'autres pays de la région, connaît une émigration, à savoir ceci se traduit par le départ de nombreux membres de la population, les travailleurs, les jeunes couples, les familles. Notamment, lorsque j'ai commencé dans mon poste actuel, eh bien, nous avions beaucoup de mal à trouver des données. En fonction des sources, on ne pouvait pas vraiment trouver le nombre d'émigrants, le nombre de personnes qui partaient, parce qu'on compte souvent les personnes qui sont en fait dans le pays, non pas le nombre de personnes qui quittent le pays. En Allemagne, vous avez les statistiques sont bien mieux tenues pour ceux qui sont dans le pays et prennent en compte les personnes qui vivent dans le pays et les personnes qui arrivent. Et quelle que soit la source, qu'elle soit internationale ou locale, lorsqu'on recherche des informations, eh bien, il y aura relativement peu d'écart. On sait que eh bien, depuis 2020, on a un ensemble de données de nombreuses sont les personnes qui ont travaillé à ces données. C'est rarement un projet mené par une personne ou une organisation parce que nombreuses ont été les personnes qui ont commencé à travailler autour de cette question des données. Nous avons commencé à travailler, à identifier qui étaient ces personnes, où ces personnes vont. Et nous avons également comment gérer toutes ces questions. Et je dirais que c'est une question qui flotte dans l'air depuis un certain temps et de savoir, eh bien, vous avez toujours des personnes qui cherchent de l'emploi. Et on parle de migrants économiques. Et on parle aussi également de difficultés de la vie de migrants économiques. Parce que vous avez des personnes, des familles aisées qui travaillent dans des entreprises eh bien, robustes et qui décident elles aussi de partir. Donc il y a tous ces, je veux dire, toutes ces personnes qui ne voient pas l'avenir en Bosnie-Herzégovine et elles se disent, ben, je ne vois pas d'avenir pour moi ni pour mes enfants. Et donc, elles quittent le pays. Et donc, la question suivante, c'est où vont-elles, ces personnes? Quelles sont les principales destinations? Traditionnellement, il y a des liens historiques, des accords bilatéraux entre différents pays, des accords datant des années 60 entre l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, où vous pouvez vous ancrer également parce que l'émigration de Yougoslavie était traditionnellement élevée au moment où eh bien, la population était d'1 million d'habitants et on a réussi à construire ces points des points où vont s'installer, des endroits où vont s'installer de préférence les personnes. L'Allemagne, eh bien, c'est une destination et arrive à attirer la population des Balkans de l'Ouest. Et je me rappelle qu'en 2007, je participais à une conférence, notamment avec des membres du ministère des Affaires étrangères notamment. À l'époque, eh bien, la question était le départ de nombreux personnels qualifiés, des docteurs, les infirmières, les personnels soignants. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Bosnie? Qu'est-ce que ça veut dire pour la population locale? C'est un petit peu redécouvert en 2020. C'est récemment, il y a une semaine, il y a 10 jours, nous avons tenu une nouvelle conférence de haut niveau avec des homologues allemands. Et ici, toutes ces connaissances ont été finalement digérées. Et on a identifié que eh bien, vous avez des pays aussi petits que la Bosnie qui, pour lesquels il faut bien avoir conscience de ce qui se passe sur le terrain, dans le pays. Regardez, effectivement, il y a la crise de Covid, certes, mais avec les personnels soignants, je parle en particulier des spécialistes médicaux et dans certaines disciplines médicales et des infirmières. Et nous avons des personnes qualifiées et nous avons des personnes qui vont décider, ils ne peuvent plus continuer à opérer, à fonctionner. Il en va de même pour les professions juridiques. Et nous avons la question, le dossier des respirateurs en Bosnie. On a déjà parlé. J'ai suivi un petit peu une affaire liée à celle-ci. C'est même pas, quel que soit le nombre de respirateurs, c'est pas la question en fait. C'est en fait combien d'anesthésistes vous avez pour les faire fonctionner ces respirateurs. C'est ça en fait. Ce sont des conséquences cruciales pour le pays et la région. Et ça, il faut les prendre en compte. Et on en revient à ce que je disais précédemment, à savoir qu'on sait
parfaitement ce qui se passe avec les migrations. En termes de flux migratoires, on connaît les conséquences historiques, on sait où vont ces personnes, on connaît les chiffres. La question suivante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de tous ces éléments. Ça, c'est l'étape suivante. Parce qu'une fois, c'est de reconnaître, une chose, c'est de reconnaître le problème, et une autre, c'est d'élaborer des politiques qui font sens et qui ont une portée. C'est dans cette question. Et en Bosnie, cette discussion n'a même pas démarré. Et parfois, on entend des hommes politiques dire, ben voilà, ils comprennent que, eh bien, ça pourrait faire partie des mesures de portefeuille politique, mais ce n'est absolument pas dans les sujets traités. Parce que si on regarde le ministre de la Recherche que j'ai pu rencontrer il y a 2 jours, eh bien 82% des Bosniaques s'ils en ont l'occasion, eh bien ils quitteront le pays dès que possible. Et peut-être les chiffres, on dit par contre, on peut revoir à la baisse d'un ou 2 pourcentages ce chiffre, mais c'est un sondage absolument choquant. Et Yann souhaitait que nous débattions de sujets suivant savoir le rôle de l'Union européenne, quel est le rôle des grands pays comme l'Allemagne. Je veux dire que la France, à ma connaissance, n'a pas montré d'engagement de mobilisation continue dans la région, en Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans. Ce qui se passe souvent, c'est que parfois c'est peut-être mal interprété ou peut-être c'est trompeur ou c'est présenté d'une façon qui ne va pas aider les Bosniaques. Si vous laissez ce message pour l'Allemagne, eh bien, il y a une mobilisation politique de haut niveau. L'Allemagne s'investit politiquement dans toute la région, en Bosnie également. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré, qui ne peut être ignoré. Et comme j'ai dit, lorsqu'on continue à parler des migrations, certains pays, eh bien, sont arrivés à des solutions pragmatiques, à savoir certains pays proposent des fonds de solidarité, à savoir si des pays comme l'Allemagne, mais aussi grand que l'Allemagne, arrivent à attirer des ressortissants de plus petits pays, eh bien, ça va tomber dans ce qu'on appelle ici d'une noble idée, un fonds de solidarité qui pourrait remplacer, eh bien, par exemple, pour le remplacement de spécialistes dans telle ou telle branche de l'économie, comme les médecins. Et en comparaison à la Bosnie et au reste de la région, effectivement, la situation est celle-ci. Je sais que d'autres approches ont été élaborées par d'autres pays. Je vous parle de la Bosnie, mais c'est vraiment une question absolument pas unique. Problème absolument pas unique. À la Bosnie, vous avez la Roumanie, vous avez les pays dans la même région, dans l'Europe du Sud également, où nous avons des situations similaires. Donc, il ne faut pas être tout à fait sombre dans nos commentaires non plus. Il faut s'en prévenir, mais le fait que les personnes partent, le fait qu'il y ait la possibilité de retourner au pays et d'avoir une sorte de migration circulaire, cela représente un potentiel fantastique pour un pays comme la Bosnie. Nous avons une telle petite société, finalement, et nous ne sommes pas à la vente l'évolution technologique. Et comme ce n'est pas le cas, pas de grandes découvertes technologiques venant de la Bosnie. Et donc, c'est important de pouvoir eh bien, voir comment on peut avancer suite à la guerre et ses conséquences. Après la guerre, les ressortissants bosniaques sont partis, mais reviennent aussi, et on ne va pas travailler dans un seul endroit où on va pouvoir changer de domicile. Puis le remote work, le télétravail devient une norme. Et parfois, justement, encourage au retour au pays. Certaines entreprises permettent à leur personnel, à partir de la mi-2020-2021, ces personnes vont autoriser
les uns les autres à retravailler à domicile, à travailler à domicile. Et on va avoir on va se retrouver dans un cas où les personnes vont retourner en Bosnie, continuer à travailler pour ces grandes entreprises et résident en Bosnie. Il y a encore de nombreuses barrières à surmonter, mais en tout cas, il est important que ces possibilités existent. L'immigration, il y a deux aspects. C'est une mauvaise chose si on ne peut pas remplacer les personnes que vous perdez. Mais pour les pays comme la Bosnie, c'est un tout petit pays, ça peut être extrêmement bénéfique parce que là, il s'agit de transférer la connaissance, l'expérience et également une partie très importante pour les personnes qui vivent en Bosnie. C'est justement tous ces fonds qui sont reçus de l'étranger, des Bosniaques vivant à l'étranger. Et beaucoup de Bosniaques s'intéressent à changer la dynamique, l'atmosphère. Ils sont allés ailleurs, ils ont connu quelque chose de différent et ils souhaitent ramener cela dans leur pays, en Bosnie-Herzégovine. Et également, ils suivent régulièrement ce qui se passe. Pour ceux qui sont partis de la Bosnie, ils souhaitent savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité. Ils veulent s'éloigner, garder une distance avec la politique empoisonnée, non constructive. Et c'est quelque chose qui doit changer pour en venir au premier point. Et les Aina, les Janeta, Irma, les femmes, les leaders, les femmes leaders nous ont donné en fait un projet à savoir comment les choses peuvent être développées, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, comment est-ce qu'on peut entreprendre. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu par le passé. Et ça, c'est l'avenir de la Bosnie. Et c'est ce qui fait que j'ai espoir. Et donc, je vais m'arrêter là et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Alors, je suis ravi que nous n'ayons pas qu'entendu des nouvelles déprimantes. Mais ici, ce n'est plus un drainage de cerveau, mais c'est un exode de masse. Nous avons signalé, comme vous l'avez fait, que l'Allemagne a démontré une grande mesure d'autocritique. Ils sont prêts à recevoir des experts pour le marché local et cela contribue aussi à l'exode de masse des ressortissants bosniaques. C'est un des facteurs d'attraction importants et nous avons ces facteurs. Et comme nous en avons relevé d'autres dans le cadre de nos échanges aujourd'hui, vous avez mentionné l'atmosphère empoisonnée de nos leaders, créée par nos leaders, et c'est un des points d'attention, un des centres de nos débats ici dans le cadre de ce panel. Brièvement, comment est-ce qu'on peut mettre un terme à toute cette situation? Avez-vous des idées? Parce que vous présentiez de très bonnes idées, c'est dans la diaspora, mais comment arriver à résoudre ce climat politique empoisonné? Je pense qu'il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Parfois, c'est ce que je dis ici lors des conférences, j'ai le sentiment que c'est du déjà vu, et simplement parce que j'ai déjà vu ça. Et on peut le lire dans les journaux il y a 5, 10 ans, 15 ans. Et puis on peut retrouver toutes ces affaires. Maintenant, rien n'a changé. Et donc, on est toujours en train de consommer, digérer tout ce qui est là, tout ce qui a été là. Et il faut avoir une vision, à savoir où est-ce qu'on voit ce pays dans 10 ans. D'ici, on construit une stratégie sur une période d'1 an, savoir qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce que le pays va devenir dans 1 an. Qu'en est-il de l'accession à l'Union européenne? Qu'en est-il des jeunes? Qu'en est-il de la démographie? Qu'en est-il? Où est-ce qu'on veut aller dans le domaine de l'économie? Quelles sont les perspectives? Tous ces éléments existent bien, mais en fait, ils sont éparpillés. Et vous avez des personnes ambitieuses et des personnes professionnelles compétentes, mais on leur offre très peu d'opportunités. Il faut complètement changer le récit. D'un côté, il faut traiter le passé de manière sans précédent. Et parfois, effectivement, lorsqu'on veut aller de l'avant, et on veut aller de l'avant à la vitesse de la lumière, on a complètement oublié qu'il faut traiter les choses. Il faut avoir un certain temps pour digérer les choses. C'est ce qui aurait dû se passer après la guerre. Il faut traiter les choses
de manière à ce que ces choses puissent faire sens dans un dialogue. C'est la raison pour laquelle on a multiples interprétations du passé, de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine. Et puis, il faut repousser l'idée futuriste. On parle ici, parfois vous allez lire quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et nous avons, Pfizer vient de développer un vaccin en l'espace de 3-4 mois. C'est quasiment impossible il y a encore 5-10 ans. Et donc, tout ce qui se passe ici se passe très rapidement. Il faut vraiment qu'on fasse un rattrapage et il faut eh bien, arriver à avoir des personnes qui sont frais dans la mentalité, qui sont libérées de la politique et de ce que l'on connaît depuis des années, et doivent être super créatifs, innovateurs. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, effectivement de contenu ici. Et le passé, vraiment regarder le passé dans les yeux. Et j'aimerais poser la question à Aina, parce que nous avons des questions liées à ce sujet dans le chat. Aina, qu'en est-il de la proposition récente venant des représentants pour l'adoption d'une loi s'agissant du génocide? Nous en avons une telle loi en Allemagne, s'agissant de l'Holocauste, et en Belgique également, de manière similaire, pour justement désigner les crimes de guerre. Est-ce que c'est une approche souhaitable, ou est-ce que c'est un peu trop tard de changer le récit historique et le caractère empoisonné du récit en Bosnie-Herzégovine à l'heure actuelle? Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas bien compris. Il y a une proposition de la part de Valentine, le représentant ici. Eh bien, il disait que nous avons ici une loi contre ceux qui nient le génocide. Et il s'agit là de toute cette discussion entre les criminels de guerre, les crimes de guerre. Quelle est votre opinion ici? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir aider vos travaux au sein de votre organisation? Notre position, la position de notre organisation est la suivante. Malheureusement, 25 ans après la fin de la guerre, nous avons besoin d'une loi en vertu de laquelle on punirait les criminels. Il y a quelques jours, je vais vous raconter en fait un épisode qui met en relief les contradictions. J'ai dit que j'étais activiste, militante, que j'avais 27 ans et que je voulais me battre pour les gens dans la fédération Republika Srpska ou les districts de Brčko. Donc c'est ce que j'ai dit. Branko Stanivuković, le nouveau maire de Banja Luka, est quelqu'un de jeune qui a 27 ans, qui représente des nouvelles forces, et même lui, il nie les génocides. Nous devons bâtir des opinions parmi les jeunes. Nous devons en quelque sorte éduquer les jeunes pour qu'ils ne soient pas empoisonnés par les politiques officielles. Malheureusement, les partis politiques se soucient guère des droits humains. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire d'être en dessous de la dignité. Ces partis politiques continuent d'éduquer des jeunes qui vont continuer à affirmer que, d'une part, les Serbes ne doivent pas rester en Bosnie, les autres vont dire que l'autre camp nie le génocide, etc. Donc, les jeunes sont sous l'influence des partis politiques, ils vont très à droite
droite et ressemblent de plus en plus à leurs aînés des partis politiques au pouvoir. Changer de discours est essentiel et porte en soi une solution pour qu'il y ait un meilleur futur en Bosnie-Herzégovine. Moi, en tant que quelqu'un qui est resté d'un viol, il est important que personne ne nie ce que ma mère a dû traverser. J'ai vu tout ce que ma mère a subi. On n'a pas le droit de nier cela. J'ai 27 ans, je suis née de cet acte et je ne veux pas que l'on nie ce qui s'est passé. Je ne veux pas que l'on nie mon existence dans cet état. Tout ce que j'ai, toute mon énergie, je donne à cet État, à ce pays, à la Bosnie-Herzégovine. Oui, donc je pense que oui, cette loi serait la bienvenue, et qu'il s'agisse de génocide d'ailleurs en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs dans d'autres pays. Merci. Une perspective fort intéressante, nourrissant nos débats venant des questions posées par relatives aux hauts représentants du pays, la Bosnie-Herzégovine. Une question d'Albert, s'agissant de ces fameux représentants. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite rebondir? Quelqu'un, alors parmi nos panélistes, hein, bien sûr, brièvement. Quelle est la question? C'est une question d'Albert. Quel est le rôle des hauts représentants dans le cadre de ces questions que nous évoquons? Oh, eh bien, il me faudrait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Quel est leur rôle avant? Quel est leur rôle maintenant? Je pense que les hauts représentants, eh bien, doivent trouver réponse à cette question. Pour être honnête avec vous, s'ils veulent vraiment faire avancer le débat. C'est une histoire là qui existe depuis fort longtemps dans la société bosniaque. Peut-être qu'il y a 10 ans, je me disais, si on avait un examen du processus dans son ensemble en Bosnie, si on ne devrait pas mettre un terme à tel ou tel eh bien, pan de l'administration. Eh bien, moi, j'ai grandi, j'avais 15-16 ans quand la guerre est arrivée à sa fin en Bosnie. Et une série d'actions, de mesures que les représentants ont prises à l'époque en conversion avec des agences internationales qui existaient à l'époque. Ce qui a été fait, en fait, nous a permis de nous déplacer librement, en sorte que les propriétés et les biens immobiliers soient retournés à leurs propriétaires. Et puis, d'autres mesures ont facilité la vie. Et ça permet de maintenir une discussion civilisée. Mais le temps faisant, il y a toujours une inspiration aussi. Au fil du temps, ça a perdu son attrait, étant donné des questions liées au fait que les politiciens ont instrumentalisé la chose, on en fait quelque chose d'autre de ces mesures. Qu'est-ce qui devrait nous gouverner? Parce que quand on reçoit une aide de l'étranger, une assistance de l'étranger, ça c'est noté dans tous les pays dans le monde entier où on est dans une situation similaire. On doit arrêter à un moment donné on doit arrêter l'aide. On ne peut plus être dépendant de cette aide, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit politique, en termes de prise de décision, quoi que ce soit. Merci, Yelida. Très bien, on va s'arrêter là pour le moment. J'aimerais reprendre les questions de chat. Agathe demande, selon vous, les panélistes, comment est-ce que la corruption, comment peut-on lutter contre la corruption? C'était vraiment une question essentielle. Daniela, vous nous expliquiez cela dans le contexte de la privatisation. Est-ce qu'on peut lutter contre la corruption dans le système ou est-ce que le gouvernement bosnien a besoin d'un soutien extérieur
de la communauté internationale et ainsi de suite. Alors, je reformulerai volontiers cette question, à savoir la communauté internationale est responsable d'un certain nombre de ces phénomènes dont on est témoin en Bosnie. C'est-à-dire, on part sans répondre à la problématique, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire en même temps qu'on doit être décisionnaire quant à la meilleure manière de répondre aux conséquences des injustices économiques dont j'ai fait mention. Et c'est tout à fait visible, en particulier si l'on regarde comment les privatisations se sont déroulées. C'est une vraie problématique, un vrai sujet. Lorsque l'on parle aux participants et aux chercheurs en Bosnie, eh bien, c'est quelque chose qui ressort très fortement des entretiens. Le problème avec la privatisation, c'est que, eh bien, a démarré avant même la possibilité de la corruption. Le plan était déjà présenté des lacunes. Il y avait des trous dans les raquettes, et je ne veux pas rentrer plus avant dans les détails, mais c'était très difficile, par exemple, pour les entreprises privées d'acheter des entreprises bosniaques qui, d'une manière qui aurait pu leur permettre d'être viables, simplement parce que c'est lié au fait que les organisations internationales qui poussaient vers la privatisation souhaitaient que ces usines soient privatisées avant restructuration. Et de nombreuses de ces entreprises étaient en piètre état après la guerre. Et parce que ils ont été fermés pendant la guerre. C'est comme elles disaient ça, par exemple. C'est lorsque la guerre eh bien, a pris fin et les choses ont été jusqu'en 2004, jusqu'à ce que Milton en fasse l'acquisition. Et donc, si on peut avoir une sorte d'incitation à la privatisation, eh bien, même la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a contribué financièrement à cette privatisation. Et ça, c'est une sorte d'aide financière qui était octroyée dans ce cas-là et dans quelques autres, mais en général, on essuie un refus lorsqu'on en venait à privatiser d'autres entreprises en Bosnie. Et dans ce contexte, c'était inévitable que de nombreuses de ces entreprises ne pourraient jamais plus dégager un bénéfice ou ne pourraient jamais plus être viables. Et dans les affaires de corruption que l'on voit autour de ces questions découlent de ces phénomènes et de ces évolutions. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? Comment est-ce que la Bosnie peut aller de l'avant? Et je pense que les citoyens bosniaques doivent être ceux qui doivent être chargés de prendre des décisions quant à la marche à suivre. Et la communauté internationale a une responsabilité, devrait être prêt à apporter son soutien, étant donné ce fait. Peut-être que vous pourriez rajouter quelque chose, Aline. Vous parliez de Mostar, mais comment traiter la corruption à Mostar, par exemple? C'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse, mais pour rebondir sur ce que disait Daniela, je pense que pour moi, la seule façon maintenant de faire et de permettre aux choses de bouger, d'aller vers l'avant en Bosnie-Herzégovine, c'est de prêter beaucoup plus d'attention à ce que les citoyens de Bosnie-Herzégovine disent et font. C'est peut-être l'occasion de rappeler brièvement ce qui s'est passé en 2014 avec les révoltes sociales, qui n'ont pas eu un écho, c'est le moins qu'on puisse dire, auprès des internationaux très positif ni très bienveillant, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un discours depuis 25 ans très contradictoire en permanence, où la communauté internationale, l'Union européenne, ne cesse d'émettre des injonctions continuelles aux Bosniens, en fait, en disant c'est à vous de voter, c'est à vous de dire ce que vous souhaitez, c'est à vous de prendre les choses en main. Et puis, finalement, quand toute cette colère et ces frustrations explosent et se manifestent dans la rue et aussi avec les plénums qui ont eu lieu après
les manifestations de tout début février, la réaction de la communauté internationale, et qui dénonçait, qui dénonçait aussi la corruption, pas seulement parce qu'on a beaucoup focalisé sur les questions de nationalisme, etc., mais les révoltes sociales de février 2014, elles sont parties de cette violence socio-économique, de la corruption et du fait de dénoncer tout cela. La réaction de la communauté internationale, ça a quand même été de qualifier les gens de hooligans et de nier en fait que la violence qui s'était exprimée dans la rue était un message politique. Ce n'était pas une violence comme ça gratuite. Donc à part soutenir les citoyens et leurs manifestations et leurs demandes en fait de changement, je ne vois pas bien comment autre procéder. Et pour finir, si j'ai juste le temps, même si je ne sais pas exactement comment le formuler précisément, mais surtout, à un moment donné, il faut impérativement décrédibiliser et arrêter et délégitimer ces élites politiques ethno-nationalistes avec lesquelles les internationaux travaillent depuis 25 ans et à qui ils continuent de donner la légitimité de faire ce qu'ils font et de continuer à piller ce pays. Ce serait peut-être là, en fait, que les internationaux pourraient prendre leur plus grande responsabilité. Merci beaucoup, Aline. Je reviens à ce qu'on discutait à l'instant. Il y a une question dans le chat qui parle des obstacles pour l'admission de la Bosnie-Herzégovine pour qu'elle soit partie de l'Union européenne. Y a-t-il une volonté politique à travailler à la réforme en Bosnie-Herzégovine pour y arriver, traitant la corruption, traiter le domaine judiciaire, etc. On ne voit pas les prémices de réponse à ces problèmes pendant les 2 dernières années. Et c'est l'opinion générale qu'on a entendue dans notre fondation. Et il faut dire qu'en Albanie et aussi en Macédoine, il y a une volonté politique d'avancer. Et cette volonté politique manque en Bosnie-Herzégovine dans l'élite politique. Et je ne parle pas des partis politiques comme le SDA, le HDZ, le NSSD. Et il y a cette question donc et l'autre à laquelle je vous invite à répondre. Et puis il y a une autre question qui vient de Romain Perzic. Sauf erreur. Je recherche, voilà. Comment la Bosnie peut devenir être plus attrayante pour la diaspora qui aimerait peut-être venir au pays et changer les choses après cette phase des migrations. Et peut-être on pourrait accueillir de nouveaux citoyens. Donc, Alida, peut-être que tu auras des idées là-dessus. Oui, effectivement, je peux à cette occasion m'appuyer sur la recherche que j'ai faite. Alors, peut-être il y a plusieurs catégories. Il y a les Bosniens qui souhaitent rentrer au pays d'une manière ou d'une autre, peut-être pas de manière permanente, peut-être pour un certain temps, peut-être aller et venir entre un autre pays et la Bosnie. Et il y a aussi les migrants. Et alors, c'est une chose que j'ai avancée comme une idée possible, qui mérite d'être évoquée aujourd'hui, parce que la réalité de la vie, c'est qu'on voit des gens qui sont entre la Bosnie et la Croatie, qui sont un peu dans des conditions de survie très difficiles et qui ne veulent pas forcément pour tous rester en Bosnie. Certains voudraient peut-être, certains ont leur famille peut-être, d'autres viennent de pays où ils ne peuvent pas rentrer, il y a des gens qui parlent la langue, d'autres pas. Donc en fait, on voit il y a des gens qui restent dans le pays et ce serait important de commencer à réfléchir à ce moment précis, comment
intégrer ces personnes sur le marché du travail. Et pour ce genre de choses, il faut aller voir les expériences qu'il y a eu dans le reste de l'Europe, en Italie, l'Europe du Sud-Est, où des gens se sont vus attribuer certains droits, peut-être pas des droits de vote, mais des droits qui leur permettent de vivre dans la société et d'entrer dans le marché du travail. L'Allemagne, c'était le cas, ça a commencé à fonctionner. Il y a des gens qui sont maintenant employés, qui payent leurs impôts dans le pays, qui finalement jouent leur rôle dans le système. Et puis, il y a d'autres. Il faut parler de la diaspora. Alors, il y a des investissements possibles de la diaspora. On n'en a pas entendu beaucoup parler en Bosnie. C'est différent de l'investissement direct étranger, si vous voulez. Parce qu'on aime bien accueillir les investissements étrangers, mais des investissements plus authentiques seraient bienvenus. Et aussi, on pourrait accueillir des gens qui viendraient de manière temporaire, venir donner des conférences, par exemple, partager leur propre expertise sur place. L'autre chose, c'est qu'il faut se dire que chaque Bosnien qui est à l'étranger, lui-même dispose d'un réseau, et ce réseau dispose d'un autre réseau. Donc, cela peut, de loin en proche, amener à quelque chose d'assez intéressant. Il faudrait avoir une stratégie pour le faire. Je crois que c'est l'Irlande qui a fait des choses merveilleuses là-dessus, où les gens qui reviennent essayent d'éviter les barrières pour ceux des autres qui aimeraient retourner au pays et de donner des opportunités à ceux qui sont en Union européenne mais qui voudraient se relocaliser en Iran. Et si vous regardez l'Irlande d'il y a 50 ans et ce qu'on a aujourd'hui, on voit les résultats de cette politique. Et puis, il y a aussi ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup, pour des raisons différentes, étaient à l'étranger et aimeraient rentrer au pays. Il faudrait trouver des conditions, un environnement où ils puissent être accueillis. Donc c'est une question très complexe, mais cela mérite qu'on en parle. Merci beaucoup. C'est très utile cette question que vous avez posée. Ali a déjà commencé à brosser le tableau des possibilités. J'aimerais revenir à un sujet qu'on a évoqué plus tôt, un important sujet, c'est ce que peut faire l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne doit jouer un rôle plus important? On disait qu'il y avait des stratégies. Il y a le rôle de la Russie aussi, celui de la Chine, la Turquie peut-être aussi, et les États, l'Arabie saoudite par exemple. Et j'aimerais demander à nos intervenants, aux 4 d'entre vous, si vous pourriez formuler des recommandations très brièvement, je sais qu'on manque de temps, pour la communauté internationale. Qu'est-ce que l'Union européenne fait, et peut-être le couple franco-germanique, comme on l'appelle souvent, pour aider la Bosnie et Herzégovine et à prendre une route qui pourrait lui ouvrir les portes de l'Union européenne? Qui aimerait commencer à formuler des conseils? Aline, alors. Yeah, I would like to be able to formulate. J'aimerais pouvoir formuler recommendations, but des recommandations comme ça, mais à part. À part répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense il y a juste une chose dans la formulation de ce que vous dites, Marion, comment aider la Bosnie-Herzégovine. Déjà, je pense que c'est pas tout. On le voit aujourd'hui avec Aïna, Alida, d'autres participants bosniens et bosniennes qu'on va écouter tout au long de ces 2 jours. La Bosnie-Herzégovine a des gens qui sont capables de formuler ces recommandations, qui sont capables de mettre en place des politiques, qui sont capables de se mobiliser, qui sont capables d'imaginer des choses.
Donc, ce que je veux dire, c'est que la Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas tellement qu'elle a besoin d'aide, c'est qu'elle a surtout besoin que ces gens qui pourraient formuler ces propositions soient écoutés, entendus et reconnus. Moi, c'est vraiment la principale chose qui me vient en tête quand j'écoute votre question. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En même temps, j'entends bien ce que vous dites. Grâce à l'accord de paix, on a aussi un système qui est un peu qui fonctionne mal. Il y a des élites en place et il faut changer le système. Alors, mais ça c'est plus la discussion de vendredi. Donc, Daniela, quelles seraient tes recommandations pour la communauté internationale pour de soutenir les bonnes personnes, hein, comment les soutenir, comment soutenir ceux qui ont la bonne approche et établir des ponts pour un éventuel avenir en Europe. Ce que je voudrais me dire, c'est que peut-être il est nécessaire de donner moins de légitimité et de crédibilité aux élites politiques en place, élites qui ont montré qu'elles n'ont pas le moindre intérêt à faciliter le changement en Bosnie. Et c'est vrai que le système international rend difficile la mise en œuvre des changements en même temps. Mais si je reviens au sujet de ma présentation, je dirais aussi que l'Union européenne peut, et d'ailleurs elle l'a fait avec d'autres acteurs internationaux comme les institutions financières, le FMI, la Banque mondiale, et ils ont besoin peut-être de repenser leur approche en termes de politique et de réformes économiques et le soutien qu'ils apportent à ces dernières. Merci. Alors Daniela, merci. Aina, j'aimerais vous demander quelle serait votre recommandation à la communauté internationale pour l'avenir pour l'Union européenne, mais aussi pour aussi venir en aide à ceux qui sont désireux d'aider le pays et contourner les dysfonctionnements de la société bosniaque aujourd'hui. Je vais essayer de vous dire mon opinion de point de vue de moi en tant que jeune personne, en tant qu'activiste. En ce qui concerne l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale, je pense que pour arriver à un progrès au sein de la Bosnie-Herzégovine, eh bien, la communauté internationale doit arrêter d'appeler Bakir au nom du SDA, Jovicios au nom du HDZ et Dodik au nom du SNS. Pourquoi est-ce que je le dis? Eh bien, à chaque fois que l'on parle du meilleur avenir de la Bosnie-Herzégovine au sein de l'Union européenne, eux, ils appellent toujours ces trois hommes depuis des années. Or, ce sont des hommes qui profitent des défaillances des accords de Dayton et ils ont abusé du système pour faire fleurir la corruption. Donc, ni Bakir, ni Jovic, ni Milorad, ce ne sont pas les personnes pour lesquelles j'ai voté. Je ne leur ai pas donné le droit de disposer de ma vie comme ils veulent. L'Union européenne et la communauté internationale doivent commencer à penser au fait que la moitié de la population en Bosnie-Herzégovine soutient ces politiques, mais il existe l'autre moitié, comme moi, nous qui sommes contre, et la communauté européenne et l'Union européenne fait de la discrimination. Ils ne parlent qu'avec les personnes qui ont ruiné ce pays, et non pas avec nous qui sommes petits ici et qui
luttons pour quelque chose, luttons pour améliorer cet état. Et je pense que la communauté internationale doit donner la préférence à notre voix. Si nous avions eu la possibilité de parler depuis 20 ans, moi, je n'aurais pas participé à cette conférence avec vous aujourd'hui. Probablement, j'aurais joué d'un instrument aujourd'hui. Donc, ça, c'est la priorité par rapport à l'Union européenne et la communauté internationale. Ils doivent réfléchir de cette manière et voir la Bosnie-Herzégovine de manière plus large. Nous ne sommes pas les Serbes, Croates, Bosniaques qui ne s'aiment pas. Il y a de nombreux jeunes de qualité ici, mais nos voix sont tellement peu audibles que nous ne pourrons pas être plus audibles que la politique mainstream. Et puis, ma deuxième recommandation, il faut empêcher l'IMF de donner les crédits à la Bosnie-Herzégovine, car ce sont les dettes pour moi et pour mes enfants, pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous ne pourrons pas rembourser l'argent que nous recevons de l'IMF, car notre État ne fait que remplir le budget pour payer les salaires aux milliers de personnes qui ont fait régresser, non pas progresser ce pays. C'est tout ce qu'ils font avec cet argent. Si les questions de la communauté internationale, voilà, ce sont deux choses, deux appels que j'aimerais envoyer à la communauté internationale. Tout d'abord, de réfléchir à ce que je viens de dire, et c'est seulement après que l'on pourra vraiment parler des solutions. Merci beaucoup. C'est un sujet très intéressant dont on a parlé, l'importance aussi de la société civile. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que on manque d'une coopération stratégique avec la société civile de la part de l'Union européenne. Donc, Aïda, rapidement, puisqu'on nous manquons de temps pour la table ronde suivante, qui doit commencer à 16h, vos recommandations pour la communauté internationale et en particulier pour l'Union européenne. J'aimerais faire écho à ce que Agnès, c'est exactement ce que j'avais en tête. Peut-être une chose que j'ajouterais, c'est qu'il faudrait arrêter de se présenter en tant que victime. Les Bosniens n'ont pas besoin d'aide, mais ils ont besoin de partenariat multilatéral, bilatéral, quelque chose qui nous permette de développer des bonnes politiques avec les citoyens, mais avec des partenariats à l'étranger. C'est comme ça on peut faire écouter, entendre notre voix. Et je suis aussi choqué de voir après les élections le temps à la télévision qui a été accordé à ces gens. C'est absolument effarant. Alors qu'on aurait pu écouter ce dont rêvent les jeunes, c'est comment voient-ils leur avenir et cette vision. Et il y a d'ici 10 ans. Donc en fait, là, il faut changer le récit. Merci beaucoup. C'était vraiment un message très fort, un appel aux nouvelles générations et on vous y invite à reprendre le relais. Merci à nos intervenants et merci à l'intérêt que vous avez porté à ces débats. Nous allons nous accorder une petite pause et dans 10 minutes, nous reprenons avec la séance de table ronde suivante. Merci.